Donc, nous allons parler de métaphysique, et il s'agit de s'entendre déjà sur ce que le mot signifie. De quoi parle-t-on quand on parle de métaphysique? Le mot signifie, dans un sens large, ce qui se réfère au réel, à l'être. L'intelligence se révèle à elle-même dans l'étonnement. Platon et Aristote disaient que le commencement de la philosophie est dans l'étonnement, le Thomassein. Seulement cet étonnement peut être un émerveillement devant ce qui est et se présente à nous dans toute sa splendeur. Mais il peut être aussi un effroi et provoquer l'angoisse devant le constat que ce qui est cesse d'être, que ce qui paraît, n'est-ce pas, disparaît. Et vous le savez que c'est une des caractéristiques de la pensée du XXe siècle, que l'angoisse comme sentiment dominant naissant de l'expérience du néant. Comme si on pouvait faire cette expérience d'ailleurs. Peut-on faire l'expérience du néant? Est-il possible que ce qui est cesse d'être? Est-il possible, plus précisément, que tout se divise à l'infini? Les premiers philosophes, les présocratiques, voyaient tout changer sous leurs yeux. Et si tout change, comme dira Platon, comment peut-il y avoir... Il ne peut rien n'est. Hein? Rien, il n'y a pas d'être possible si tout change, car entre l'instant T1 et l'instant T2, un abîme s'ouvre, une discontinuité absolue, qui fait que on ne peut même plus émettre un jugement et dire Socrate est un homme, parce que le temps de dire Socrate, et Socrate n'est plus Socrate, et le verbe être ne s'applique plus à rien. Socrate est. Et non, il n'est plus depuis tout à l'heure, puisque tout se divise constamment. Rien ne demeure, tout change. Et donc, si tout change, l'intelligence elle-même sombre dans la perplexité, dans le chaos de l'inintelligible. Et c'est ce qui éveille l'intelligence à elle-même sous la forme d'une exigence, qui est l'exigence de l'unité au moins d'une proposition qui permet de dire Socrate est un homme. Et que de cette façon, depuis tout à l'heure, Socrate n'a pas cessé d'être Socrate et que je peux émettre un jugement et produire un savoir, une connaissance. Je constate donc, en effet, que telle chose n'est pas une autre. Et en constatant qu'une chose n'est pas une autre, je peux m'émerveiller de la richesse de l'être, de la multiplicité. Mais si la chose elle-même cesse d'être ce qu'elle est, elle se divise à son tour, si elle est autre qu'elle-même, cette chose, cette res ne résiste plus, il n'y a plus rien qui résiste. La res, en latin, donc la chose, c'est ce qui doit résister à la division. La division ne peut pas être infinie, indéfinie. Et Aristote lui-même dira « ananke stenai ». Il faut s'arrêter dans cette division qui n'en finit plus de se diviser. Sinon, on sombrerait dans le chaos inintelligible. Il s'agit donc de s'interroger sur ce qu'est une chose en tant qu'elle résiste à la division. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'elle est? Non seulement qu'elle est ce qu'elle est, mais qu'elle soit. Et ce qui donc est pour nous cette source d'émerveillement qui fait de l'étonnement un commencement positif de l'interrogation philosophique.
Le mot métaphysique, je l'ai dit, se réfère à l'étude de ce qui est réel en tant qu'il est. Et nous verrons, Aristote définit la métaphysique comme l'étude de ce qui est en tant qu'il est, de l'être en tant qu'être, to on et on. Mais le mot métaphysique lui-même n'est jamais employé par Aristote, à vrai dire. Aristote parle de philosophie première. Il se réfère donc au fondement. Et le mot métaphysica désigne à l'origine l'ouvrage d'Aristote qui est donc un ensemble de cours, de notes prises par des étudiants des cours d'Aristote, rassemblés en 14 chapitres, si vous voulez, 14 livres. Et cet ouvrage, cet ensemble de notes, a été classé par le bibliothécaire Andronikos de Rhodes au 1er siècle, à la suite de cet autre ouvrage d'Aristote, intitulé La physique. Et Andronikos de Rhodes, en bon bibliothécaire, a rangé ses notes sur les rayons de la bibliothèque après la physique. Ce qui fait qu'on a appelé cet ouvrage d'Aristote la métaphysique, c'est-à-dire ce qui vient après la physique. Mais comme vous le voyez, le mot est aussi heureux en quelque sorte, puisque la métaphysique traite de ce qui est au-delà des apparences. Ces apparences qui nous montrent que tout change. Il s'agit de voir ce qu'il y a derrière ces choses qui changent, ce qui résiste au changement. Donc cette œuvre se distingue de la physique, c'est-à-dire de la philosophie de la nature, qui est une science qui a pour objet ce qui est donné dans la physis, la nature, c'est-à-dire la réalité matérielle et mouvante des choses. L'objet de la physique, c'est l'ens mobile, l'étant mobile, en mouvement. La métaphysique désigne, elle, la science des réalités immatérielles transcendant le monde visible et sensible. Et c'est dans ce sens que le terme de métaphysique a été repris et adopté au Moyen-Âge pour désigner la science transphysique étudiée à partir des réalités matérielles. La métaphysique ainsi entendue se définit donc par rapport à la physique. Celle-ci étant science du sensible, la métaphysique sera la science de ce qui est non sensible, immatériel. Dès lors, le sens de méta semble être moins celui d'après, après la physique dans les rayons de la bibliothèque d'Andronikos. Le sens de méta, donc, semble être moins celui d'après que celui d'au-delà. Cependant, il faut se garder de conclure que l'objet de la métaphysique se réduit à être seulement pensé, intelligé, on verra, car nous le verrons, saint Thomas, après Avicenne en particulier, a montré que dans son commentaire de la métaphysique d'Aristote, qu'il faut distinguer l'être intelligé, l'esse in intellectu, l'être tel qu'il est représenté, et l'esse in re, l'être considéré dans la chose. Le stagirite, Aristote comme on l'appelle, a défini sa philosophie première comme une science, c'est-à-dire un savoir. Et la science, c'est la science de l'étant en tant qu'étant.
toon et on. Et de tout ce qui concerne cet étang, tous ces aspects. Il y a une science, dit-il, qui considère l'étang en tant qu'étang. Le mot on en grec est le participe présent du verbe einai, être. Il correspond au latin ens, étant en français, being en anglais. On voit tout de suite que l'anglais, ça fait moins sérieux en métaphysique, non? Le risque est de substantiver le sens verbal et d'oublier que le grec, dans l'expression l'étang, toon, permet de conserver celui-ci quand il fait précéder le mot on de l'article. L'étang, toon. Cette expression conserve le sens verbal, le participe présent. Donc, ce sens verbal risque d'être oublié en français dans l'emploi de l'infinitif substantivé, quand on dit l'étang. Et il faudra prendre garde de conserver ce sens actif, verbal, du verbe être et de l'étang, le participe présent. L'étang peut ainsi signifier la chose qui est en train d'être là, voire aussi l'ensemble des choses. Mais ça peut aussi désigner le fait d'être, le fait un peu solidifié, quoi. On le verra, l'être là, c'est-à-dire non pas l'acte d'être, mais le fait d'être, se trouver là. Or, il s'agit de s'interroger sur le fait que l'étang soit, plutôt le fait que l'étang soit, vous voyez, il y a une contradiction un peu dans les termes ici, puisque le fait, c'est déjà ce qui est solidifié, quoi, c'est un fait, vous voyez. Le fait, c'est déjà, c'est fait, quoi, c'est fait, c'est fini, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire d'autre, quoi. Ouais. Donc, on verra que l'étang considéré comme un fait prendra le sens d'existence, ouais. Ce qui, nous y insisterons, diffère du mot être. Ouais. Et à la limite, on pourra dire l'être n'existe pas si, en effet, l'étang n'est qu'un fait, c'est-à-dire il est là, il existe, c'est fait. Bon, et en effet, l'existence peut prendre un sens positif, puisque le fait d'être là résulte d'un acte d'être qui fait mystère. Et donc on verra comment la métaphysique s'élèvera de la considération du fait d'être là à l'origine de cette existence comme étant une sortie hors de, c'est-à-dire finalement la création. On verra comment l'être est créé, c'est-à-dire sorti du néant, de ex nihilo, il est sorti de rien. Et nous savons que de rien, rien ne peut sortir. De rien, rien ne peut sortir. Et c'est une vérité universelle qui était celle à laquelle les Grecs même adhéraient. Et c'est pourquoi, pour les Grecs, le monde était éternel. Le monde est éternel, puisque rien ne peut sortir. De rien, rien ne peut sortir. Il n'y a que le magicien qui peut sortir de sa manche quelque chose. Mais il nous trompe. Il nous trompe. Donc, la création ex nihilo est une réponse aussi philosophique, et non seulement une vérité théologique, une réponse philosophique aussi à l'origine de l'être de l'étang, ce qui est. Et nous verrons qu'au XXe siècle, le fait de renoncer à l'idée de création va rejoindre cette idée que de rien, rien ne peut sortir, et que le rien
justement, va être cette cause de l'angoisse, hein, puisque le néant et l'angoisse est causée par ce néant. Hein, on verra cela. Alors, donc la question de l'étant en tant qu'étant peut être traduite ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est là, comme le fait, mais qui est en train d'être activement. C'est vrai, s'il cesse d'être activement, ben, il n'est plus. Il n'est plus. Ouais. Donc on sent bien que dans le mot être, c'est le verbe, l'acte, qui a un sens dominant. Ouais. Mais encore faudra-t-il bien préciser le sens de ce verbe être, qui ne se réduit pas à la seule copule dans une proposition, qui me permet de relier le sujet au prédicat, comme quand je dis Socrate est mortel. Donc là, le verbe être a une fonction simplement logique, une fonction logique qui n'a pas du tout le sens ontologique au sens large du terme, c'est-à-dire au sens où être, c'est être, fondamentalement. Donc, le verbe être ne doit pas revêtir un sens tellement général qui ne signifie plus que la copule dans une proposition. Quand je dis la fleur est un végétal, le papillon est un animal, je dis cet étang est tel étang. Mais je dis aussi cet étang n'est pas cet autre étang. Le verbe être ici se réduit au rôle de copule dans une proposition, je l'ai dit, prédicative, qui permet de dire qu'une chose, qui permet de dire d'une chose qu'elle est, telle, ou qu'elle est ce qu'elle est, et se rappeler tout simplement à une proposition logique. Un papillon est un papillon, c'est-à-dire un animal, mais cela ne revêt aucun contenu ontologique. Et à la limite, si je dis qu'un papillon est un papillon, je n'émets qu'une pure tautologie. Et dès lors, le prédicat étant, le prédicat est, pardon, et le mot étant, est vide de contenu. Alors, c'est pourquoi Aristote pose la question plus radicale. Qu'est-ce que l'être de l'étant, même s'il ne la pose pas comme cela, puisqu'il dit, il s'agit de méditer sur l'étant en tant qu'étant. Mais le sens de cette question, c'est l'étant en tant qu'il est. Autrement dit, qu'est-ce que l'être de l'étant? Il demande ce qu'est l'étant en tant qu'il est. Non ce qu'est l'étant en tant qu'étant tel ou tel, mais ce qu'est l'étant en tant qu'être. D'emblée, donc, il n'est pas question de différence ontologique entre l'être et l'étant au sens moderne de représentation conceptuelle que rejette Heidegger, qui, je reprends cette expression, de différence ontologique entre l'être et l'étant. Parce qu'il parle de l'étant comme justement ce qui se réduit à sa seule essence, à sa seule définition, à ce que l'on peut en dire dans une proposition. Et c'est pourquoi il dit que l'être et l'étant, ce n'est pas la même chose. Si l'étant n'est qu'un concept, qu'une représentation, qu'une définition, que je peux émettre dans une proposition, l'être se réduit à ce qui est intelligé. Vous vous en souvenez? C'est intelligé, et donc l'être laissé in intellectu, ici, ouais, l'être tel qu'il est conçu dans l'entendement, ne correspond pas à l'être qui est dans la réalité. Donc il s'agit de pouvoir penser à ce qui est dans la réalité. Sinon, je risque de m'enfermer dans ma propre pensée et de dire ce que je dis.
et je m'enferme dans le langage. Et c'est bien le problème du XXe siècle. Et c'est bien le problème d'ailleurs qui apparaît à partir de Duns Scott, comme on le verra, et Occam, qui vont enfermer la pensée humaine dans le langage, dans le concept, et dans l'oubli de l'être, comme dira le philosophe Heidegger justement, qui dit on a oublié l'être, on a oublié l'être. Mais nous verrons que son problème, et le problème qu'il a engendré au XXe siècle, c'est que évidemment si je m'intéresse à l'être, mais indépendamment de ce qu'est un étant que je pourrais définir comme étant réellement ce qui est inré dans la chose, je me retrouverai, comme on le verra, avec un être sans raison d'être, quoi. Ouais. Il est là, jeté dans le monde. Ouais. Et d'ailleurs, Heidegger, dans son discours inaugural de 1929, intitulé « Was ist Métaphysique ?» Qu'est-ce que la métaphysique? Heidegger affirme que la métaphysique est censée étudier le rapport de l'homme avec le monde, avec la réalité. Mais que la métaphysique, telle que l'a entendue l'histoire de la philosophie jusqu'à lui, est réduite à une science spéciale qui a réduit l'être à sa représentation conceptuelle. Conception dans laquelle c'est l'essence qui a dominé sur l'être. Et vous savez que le problème en métaphysique tel qu'il va être formulé par saint Thomas d'Aquin à la suite d'Avicenne, c'est la question du rapport entre l'être et l'essence dans les temps. Hein, on verra cela. Donc, il s'en est suivi de cette domination de l'essence sur l'être dans l'oubli de l'être. Il s'en est suivi une perte de vue de la réalité en tant que telle, et la réalité alors est réduite à l'usage que l'on peut en faire, comme à l'ère technique. C'est-à-dire donc pour Heidegger, la réalité, l'être là, les choses sont des choses que l'on peut utiliser, quoi, uniquement. Elles n'ont pas de sens, quoi. Elles n'ont de sens que si on les utilise, puisqu'elles sont sans essence. C'est-à-dire l'essence, c'est ce qui permet de dire ce qu'est une chose, de la définir. Donc elle a un sens. Or, des choses dans le monde, je ne peux savoir qu'une chose, c'est que ce sont des pragmata en grec, c'est-à-dire des choses utiles, utilisables. C'est la seule chose que je peux dire d'une chose. Elle est utilisable. Je ne peux même pas dire ce qu'elle est, puisqu'elle n'a pas d'essence. Voilà. Et donc, c'est la domination de l'ère technique. Nous sommes dans le domaine de la technique, c'est-à-dire des choses comme utilisables. Et alors, évidemment, les écologistes aujourd'hui s'émeuvent de voir que la technique l'emporte sur la nature, et que l'objet technique, évidemment, n'a plus rien à voir avec la nature, que la nature elle-même, n'est-ce pas, disparaît sous l'action de la productivité industrielle qui réduit la nature à une chose utilisable, un objet utilisable, et donc la nature est en danger, quoi, pour les écolos, et donc il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas développer la philosophie des écologistes, qui ne sont pas du tout des philosophes d'ailleurs, qui ne savent pas de quoi ils parlent le plus souvent non plus. Mais bon, gardons le silence respectueux devant l'ignorance de ceux qui en usent et abusent. Alors, donc, cette perte, vous voyez, de ce point cette perte de vue de la réalité en tant que telle, réduite à l'usage d'un objet technique, eh bien, ramène les temps à quelque chose qui est là, sous la main. Verhandenheit, en allemand, ce qui est là, sous la main, parmi une multitude d'étangs. Et donc, on a toujours considéré l'étang, dit Heidegger, dans sa multiplicité, au lieu de considérer l'étang, au lieu de considérer l'être, son unité, quoi.
Bon, c'est une observation juste de la part de Heidegger. Et Heidegger joue un rôle positif d'un certain côté, mais on va y revenir. En tout cas, selon lui, depuis Platon, le problème de l'être, qui avait été bien posé cependant par les présocratiques, les philosophes d'avant Socrate, Thalès, le premier des philosophes présocratiques, mais aussi et surtout Héraclite et Parménide, les plus grands philosophes emblématiques. Eh bien, à partir de Platon, on s'est intéressé qu'aux expressions de l'être, on s'est arrêté à l'essence des choses, c'est-à-dire donc aux idées pour Platon dans un monde intelligible, n'est-ce pas, qui n'avait plus rien à voir avec le monde sensible, qui lui n'est qu'une imitation par participation, qui est une dégradation des idées parfaites. Vous voyez, vous souvenez de l'exemple que donne Platon dans La République, du lit parfait, le lit, l'idée de lit, l'idée parfaite, quoi. Seulement, elle n'existe pas, quoi. Plutôt pour Platon, et c'est bien ce que va lui reprocher Aristote, pour Platon, la seule chose qui existe, c'est l'idée parfaite de lit. Parce que dès que je veux faire un lit, tiens, il y a mon charpentier, là, ou mon artisan, je lui ai demandé de faire un lit. Tiens. Et puis il y en a un autre qui me propose de me faire aussi un lit. Alors je vais devoir choisir entre les deux lits, parce qu'il y en a un qui est plus parfait que l'autre. Il y en a un autre qui est moins parfait que l'autre. Et donc plusieurs lits apparaissent comme cela, tous plus ou moins imparfaits, quoi, ou parfaits, mais jamais parfaitement parfaits. Donc le lit parfaitement parfait n'existe pas dans ce monde matériel, sensible, où tout change, tout devient, tout se multiplie, tout se dégrade par rapport à la perfection d'un lit unique, qui est l'idée du lit. Et donc la seule réalité réellement réelle, c'est la réalité du monde intelligible, parce que dans le monde sensible, on s'aperçoit que tout passe, tout change, comme on l'a dit, tout se divise, tout se divise. Vous voyez, tout se divise. Mais Aristote, plus réaliste, qui lui a un sens du réel, c'est un observateur de la nature, dit Aristote, écoute mon cher, tu exagères toujours, c'est bien gentil d'imaginer un lit parfait, paradigmatique, mais tu comprends, cette forme dans le monde intelligible, si je dis que ce lit n'est un lit que parce qu'il participe au lit parfait, l'être de ce lit n'est rien, quoi. Si je dis que Socrate est un homme parce qu'il participe à l'idée d'humanité, donc la réalité de Socrate se trouve dans l'homme, dans l'idée d'homme parfait, ouais, dans l'idée parfaite de l'homme. Donc Socrate, l'être de Socrate est dans l'idée d'humanité. Ça veut dire Socrate n'est rien, quoi. Socrate n'est pas. Donc il peut boire la ciguë, on peut le condamner à mort. On ne fait qu'effacer une ombre, quoi. Et la mort devient, il n'y a plus de mort, quoi. Rien ne meurt puisqu'il n'y a rien ne vit, si on peut dire. Rien disparaît puisque tout ce qui paraît n'est que du faux être là. Et Socrate n'est que l'ombre qui se projette dans les ténèbres de cette caverne, n'est-ce pas, où la seule réalité se trouve en dehors de la caverne, dans l'idée d'homme. Donc il y a chez Platon donc une grande distinction, une séparation entre le monde sensible et le monde intelligible, qui n'est relié que par cette idée de participation, d'imitation, qui est une dégradation. Et Aristote va dire, Platon, écoute donc mon cher, soyons réalistes, la forme, l'essence, l'idée, l'aidos, la morphée, la forma, l'essence, ce qui est. Ce n'est pas l'idée universelle et intelligible. L'humanité de Socrate en tant qu'humanité. Non, ce qui est réellement, c'est Socrate. Et la forme, l'idée que j'appelle la forme, dit Aristote, est une forme qui est unie à une matière.
dans ce monde sensible. La forme, donc, n'est pas dans un monde intelligible, séparé du monde sensible. Non, la forme est unie à la matière dans ce monde sensible, car tout ce qui est dans ce monde sensible est un mélange, une union de matière et de forme. Donc il y a en effet une essence de Socrate, l'essence d'homme. Socrate est un homme, on peut dire de Socrate en effet qu'il est un homme, mais il y a aussi une existence de Socrate, c'est-à-dire que Socrate est bien cet individu qui existe. Et de fait, dira Aristote, l'être est toujours un être individuel. L'étant est donc bien singulier. L'étant n'est pas cet autre étant. Socrate n'est pas Platon. Et Platon n'est pas Socrate. Et cependant, ils se sont tous les deux des hommes. On peut les définir comme des hommes, comme des êtres humains. Donc, ce n'est pas l'idée d'homme qui est réellement réelle, mais l'homme concret, Socrate, Platon, qui sont réellement. La différence. Donc, pour Aristote, la question de l'être en tant qu'être, c'est la question de la substance, de l'ousia. D'ailleurs, substance en grec se dit ousia, et ousia se signifie étant, c'est-à-dire, donc, c'est le participe présent substantivé du verbe einai, du verbe être. Donc, la substance, l'étant, en tant qu'étant, est une réalité singulière, réellement réelle, mais composée de matière et de forme, et non pas uniquement de forme, comme le pensait Platon, pour qui la matière était la négation, était pratiquement du néant. Donc vous voyez que l'oubli de l'être en tant qu'il est, en tant qu'être, l'oubli de l'être en tant que c'est ce qui permet de dire que l'étant est quelque chose, et non pas simplement un concept, une représentation. Cet oubli de l'être jette l'homme dans l'angoisse, parce que son existence a perdu son fondement. Existence, il faut prendre le mot ici au sens étymologique de ek, sistéré, ce qui se situe en dehors d'eux, qui se trouve là, dehors. C'est pourquoi pour Heidegger, dans son livre important, L'être et le temps, Sein und Zeit, il définit le Dasein, l'être là, comme existant. L'essence du Dasein, dit-il, est l'existence, d'exister, c'est-à-dire de se trouver là, dehors, c'est-à-dire arraché à soi, non pas simplement se trouver là dehors comme un objet technique qu'on peut utiliser, comme on a dit, mais en même temps, il est aussi le résultat d'un mouvement qui le sort de lui-même, parce qu'il n'est pas, il existe. Il existe. Et donc, en existant, le Dasein, l'homme, donc, qui est le seul de tous les étangs, disons, à être conscient de ce qu'il est, quoi, de se retrouver là parmi des objets qui n'est pas lui-même un objet technique comme tout le monde, quoi. Enfin, comme tout le monde, je veux dire, comme tous les objets techniques qui sont réduits à leur usage uniquement. Et donc, l'homme, n'est-ce pas, existe en faisant l'expérience de son néant. Parce que, évidemment, si je dis que l'être est l'essence, que l'être est l'étant, et que l'étant considéré est réduit à son essence, à sa définition, à une proposition qui le définit comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme un concept intellectu, et non pas comme une réalité, comme un être inré dans la chose. Si je distingue donc l'être et l'essence, si j'ôte à l'être toute son intelligibilité, être, ça signifie être là sans raison, incompréhensiblement, de manière absurde, comme le montreront tous les philosophes et tous les écrivains de l'absurde du XXe siècle, Camus, Beckett, Ionesco, ils
ils vont décrire cette situation de l'homme absurde.